Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une réflexion assez fascinante sur les villes, les civilisations. On va explorer ça à travers les écrits d'un penseur, exceptionnel du XIVe siècle, Ibn Khaldoun. Et plus précisément, on va regarder des extraits du chapitre 4 de sa Muqaddimah. Alors notre source, c'est ce texte historique vraiment majeur. Il analyse les liens complexes entre le pouvoir politique, la culture, le développement urbain. Notre mission, si on peut dire, essayer de décortiquer les idées clés d'Ibn Khaldoun. Pourquoi les villes naissent, comment elles grandissent, et puis pourquoi elles finissent souvent par décliner. D'ailleurs, petite anecdote pour commencer, Khaldoun liait déjà la prospérité d'une ville à sa population. Il disait que même les mendiants, ils vivaient mieux dans les grandes métropoles. C'est quand même intriguant, non? Allez, on regarde ça. Oui, tout à fait. Et ce qui est frappant d'emblée, c'est cette approche systémique. Déjà au XIVe siècle. Pour lui, la ville, c'est pas juste un tas de pierres. Non, c'est un organisme vivant, social, complètement lié à la dynamique du pouvoir qui en fait la crée et la soutient. Et il commence fort avec une idée un peu contre-intuitive, je trouve. Il dit les dynasties précèdent les villes. C'est pas les habitants qui décident comme ça, hop, on fait une ville. Non, c'est le pouvoir royal, une fois qu'il est bien installé, qui cherche le luxe, la sécurité et qui crée les conditions. C'est un point absolument central. Pour Ibn Khaldoun, fonder une ville, ça demande un effort collectif énorme, des ressources, du travail. Et seul un pouvoir fort peut mobiliser tout ça. Soit par la contrainte, il parle du bâton du pouvoir royal, soit par des récompenses, des salaires, que seule une dynastie peut offrir. Donc la ville, c'est pas un besoin primaire pour tout le monde, c'est une conséquence de l'organisation politique, du désir des élites pour, disons, la stabilité et un certain raffinement. D'accord. Et ce lien est tellement fort que le destin de la ville est lié à celui de la dynastie. Complètement. Si la dynastie est courte, la ville végète. Si elle dure longtemps, la ville grandit, elle s'étend. Il donne l'exemple de Bagdad sous Al-Mamoun, qui était devenue immense, paraît-il. Ah oui. Mais il y a des nuances, bien sûr. Une ville peut survivre à sa dynastie fondatrice, par exemple si elle est proche d'une zone désertique qui lui fournit un afflux constant de population. Il cite Fès à son époque. Ou alors si une nouvelle dynastie arrive et la choisit comme capitale. Ça lui donne une seconde vie. Le Caire, par exemple. D'accord. Mais sans ça, c'est la ruine quasi assurée. Comme pour Kairouan ou Bagdad après la chute de ses fondateurs. Et pourquoi le pouvoir recherche les villes? Il y a deux raisons principales, si j'ai bien compris. Oui. D'abord, le confort, le raffinement. C'est plus agréable que la vie nomade, forcément. Et puis, l'aspect stratégique, la défense. La défense, oui. Une ville bien fortifiée, c'est difficile à prendre. Ça protège contre les ennemis extérieurs, mais aussi contre les révoltes internes. C'est un outil de contrôle, de stabilisation pour la dynastie. Mhm. Si des villes existent déjà sur le territoire conquis, la dynastie doit les maîtriser. S'il n'y en a pas, elle doit en construire une, pour asseoir sa civilisation et pour menacer les éventuels dissidents. Et pour construire, il faut être puissant. Il parle des monuments immenses, les pyramides, la salle de réception de Khosrov. Oui, et il réfute l'idée que les anciens étaient des géants. Pour lui, c'est pas une question de taille physique, c'est une question d'ingénierie, de technique, de machines, de poulies. Et surtout, la capacité d'un pouvoir central fort à mobiliser une main-d'œuvre gigantesque venue de partout. Il va même plus loin, non? Il dit que parfois, une seule dynastie ne suffit pas pour ces très grands monuments. Exactement. Il suggère que leur construction s'étale souvent sur plusieurs règnes, plusieurs générations. La preuve, selon lui, c'est qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, pour les dynasties suivantes de démolir ces ouvrages. Ah oui, c'est un bon argument. Bah oui, détruire, c'est censé être plus facile que construire. Or, il cite Al-Rachid, qui a essayé de démolir la salle de Khosrow sans succès, ou Al-Mamoun, avec les pyramides. Ils ont à peine réussi à les égratigner. Ça montre bien la puissance initiale qu'il a fallu pour les bâtir. Impressionnant. Bon, alors passons aux ingrédients d'une bonne ville, selon Carol Dune. La planification, ça a l'air crucial pour lui. Quels sont ses critères? Alors, il est très pragmatique. Plusieurs points essentiels. D'abord, la défense. Un site facile à protéger. Une colline, une boucle de rivière, des remparts solides. Ensuite, la salubrité. L'air doit être sain pour éviter les maladies. Il prend l'exemple de Gabès, qui serait devenue, selon lui, maladive après son déclin, parce que l'air y stagnait. Et d'ailleurs, il se moque un peu de l'explication locale d'un vase magique brisé qui aurait causé ça. Ah oui, j'ai vu ça. Voilà.
Et enfin, troisième point clé, l'accès aux ressources vitales. De l'eau potable en abondance et de bonne qualité, des pâturages proches pour le bétail, des terres cultivables pour le grain, du bois aussi pour le chauffage et la construction. Et si possible, un accès à la mer ou à une rivière navigable pour le commerce lointain. C'est intéressant parce que justement, il critique les premières villes arabes comme Koufa, Basra, Kairouan. Oui, Il leur reproche d'avoir privilégié les pâturages pour les chameaux au détriment d'autres choses comme l'eau ou les terres. Et ça aurait joué dans leur fragilité. c'est exactement ça. Ils pensent que ces choix initiaux, liés à leur culture nomade d'origine, ont handicapé ces villes sur le long terme. Et ils soulignent aussi un point faible des villes côtières, si elles ne sont pas en hauteur ou bien protégées par une population locale forte et loyale. La fameuse Asabia. Voilà, la solidarité de groupe. Eh bien, sans ça, elles sont très vulnérables aux attaques par la mer. Ils citent Alexandrie, Tripoli, attaquées maintes et maintes fois. D'accord. Venons-en à l'économie. Là, il y a une idée forte. La prospérité est directement liée au nombre d'habitants. Plus il y a de monde, Plus il y a de travail disponible. Et c'est le travail qui crée la richesse, la valeur ajoutée. Pour lui, le travail de beaucoup de gens ensemble produit bien plus que leur somme de besoins individuels. le surplus. Le surplus, exactement. Une fois que les besoins essentiels sont couverts, ce surplus de travail, il est consacré au luxe, aux services, ou alors il est exporté vers d'autres villes. Et comme le profit vient de cette valeur ajoutée par le travail, une grande population génère plus de travail, donc plus de surplus, donc plus de richesse globale. C'est mathématique pour lui. C'est une sorte de cercle vertueux alors. Plus de gens, plus de richesses, ce qui attire encore plus de gens. C'est tout à fait ça. Plus de richesse, ça mène à plus de luxe, belles maisons, beaux vêtements, nourriture recherchée, serviteurs. Et ce luxe crée de nouveaux besoins, donc de nouveaux métiers, des artisans spécialisés. La valeur de ces produits de luxe augmente, les profits aussi, et la ville devient encore plus riche, encore plus attractive. C'est pour ça qu'il compare Fès, qui était très peuplé. Oui, à Tlemcen ou Ceuta, où même les notables vivaient plus simplement. Et il prend le Caire comme exemple ultime de cette dynamique. Sa richesse incroyable ne venait pas de trésors cachés, dit-il, mais simplement de son énorme population et de l'activité économique qu'elle générait. J'aime bien son image des fourmis et des oiseaux qui vont là où il y a des miettes chez les riches et désertent les maisons des pauvres. Oui, c'est très parlant. Ça illustre l'attraction des grands centres. Même les plus pauvres y trouvent, selon lui, plus facilement de quoi vivre, grâce à l'activité générale, aux retombées, on dirait aujourd'hui. Et cette densité de population, ça joue aussi sur les pluies, non? Ah oui, de manière très intéressante. Dans une grande ville, les produits de première nécessité, le grain par exemple, sont plutôt bon marché. Pourquoi? Parce que la production et les arrivages sont massifs, ça dépasse souvent les besoins immédiats. Par contre, les produits de luxe, les fruits rares, les épices, l'artisanat raffiné, eux, sont très chers. Parce qu'il y a beaucoup de riches qui les demandent et l'offre est limitée. Et dans une petite ville, c'est l'inverse. C'est ça. La nourriture de base est chère, par peur de manquer, et le luxe est abordable, faute de demande suffisante. Il ajoute aussi les fameux taxes qui renchérissent la vie en ville. Et il prend l'exemple de l'Espagne musulmane de son époque. Oui, devenu cher parce que les musulmans avaient été repoussés sur des terres moins bonnes par la Reconquista. Ils devaient donc bosser beaucoup plus, investir dans l'irrigation, les engrais, et ce coût du travail se répercutait sur les prix. D'accord. Et tout ça explique pourquoi, selon lui, les Bédouins ont du mal à s'installer en ville. En partie, oui. Le coût de la vie est élevé, il faut du capital pour démarrer, et puis leurs revenus, souvent moins monétaires, moins issus du travail spécialisé, ne suffisent pas à couvrir les dépenses liées au mode de vie urbain, à ce luxe ambiant qui crée sans cesse de nouveaux besoins. Et cette logique, population dense égale civilisation égale prospérité, il l'applique aussi aux régions entières, l'Orient versus le Maghreb. Tout à fait. Il oppose l'Orient, Égypte, Syrie, Inde, Chine, très peuplés, très anciennement civilisés, et donc très riches. Au Maghreb, moins peuplé, plus marqué par le nomadisme, et donc structurellement moins prospère à son époque. Et il tord le cou à l'idée que la richesse orientale viendrait de mines d'or cachées ou de trésors antiques. Il dit « la seule vraie mine d'or connue, et elle est au Soudan, c'est plutôt près du Maghreb, hein. Non, la vraie richesse de l'Orient, c'est l'abondance de travail humain qualifié, résultat d'une longue histoire de civilisation sédentaire. » Fascinant. Abordons maintenant la culture et puis l'ombre du déclin qui plane. Khaldoun remarque qu'en Afrique du Nord, au Maghreb, les villes et la culture sédentaire ont eu du mal à s'enraciner. Pourquoi? Alors, il avance plusieurs raisons. D'abord,
le poids de la tradition bédouine chez les Berbères. Historiquement, ils étaient moins portés sur l'artisanat, qui est pourtant crucial pour construire et embellir les villes. Ensuite, l'instabilité politique. Les dynasties, qu'elles soient locales ou étrangères, n'ont souvent pas duré assez longtemps pour vraiment ancrer une culture urbaine solide. Et puis, il y a toujours cette force de la asabiya, la solidarité tribale, qui tire les gens vers leur groupe d'origine, loin des villes, perçus un peu comme des lieux de corruption et de perte d'identité. Et il fait une remarque un peu similaire sur les constructions des Arabes musulmans en général, moins durables que celles des Perses ou des Romains. Oui, pour des raisons assez proches, l'héritage nomade initial, le manque de savoir-faire au début, une certaine méfiance religieuse envers le luxe architectural et surtout, des dynasties qui n'ont pas eu le temps souvent de développer une grande culture bâtisseuse avant de décliner. Il ajoute aussi que leur première ville était parfois mal conçue selon ces critères, salubrité, ressources, ce qui a pu accélérer leur ruine. C'est là qu'il décrit ce cycle presque biologique de la ville et de son architecture. Ça commence simple. Ça commence simple, oui, style bédouin, avec des matériaux locaux, périssables. Puis la ville grandit, la richesse augmente, les artisans arrivent, on passe à la pierre, au marbre, aux mosaïques. C'est l'apogée. Et puis, le déclin s'amorce. La population diminue, l'artisanat périclite, on manque de matériaux neufs. Alors, on commence à démolir les vieux bâtiments pour utiliser les pierres. On cannibalise la ville. Triste. Et finalement, on revient à des constructions très simples, en torchis. La ville ressemble à un village, elle se rétrécit, et elle peut finir par disparaître complètement. Et ce cycle s'applique aussi à la culture elle-même, la hadara, ce raffinement des mœurs. Absolument. Pour lui, la hadara naît avec les dynasties, elle grandit avec leur stabilité et leur richesse. Plus le pouvoir est fort et dure longtemps, plus le luxe se développe. Et ça tire vers le haut tous les artisans alliés, la cuisine, la mode, les parfums, la musique, la déco. Cette culture s'ancre surtout dans la capitale, là où l'argent de la cour circule. C'est pour ça qu'il trouve la hadara plus profonde en Syrie, en Égypte, en Irak, des régions avec de longues histoires dynastiques pré-islamiques, qu'au Maghreb, où c'est plus récent, plus fragile et souvent influencé par l'Espagne musulmane. Mais, et c'est là le point crucial, cette culture sédentaire, cet apogée, porte en elle les germes de sa propre chute. C'est presque tragique. C'est le cœur de sa théorie cyclique, oui. Le problème, c'est l'excès. L'excès de luxe rend les gens dépendants des plaisirs, des désirs superflus. Les besoins et donc les dépenses explosent. En plus, les impôts augmentent souvent à la fin des dynasties. Résultat, les gens s'endettent, la pauvreté se répand, même si l'apparence est riche, et pour s'en sortir ou juste maintenir son rang, la malhonnêteté augmente. On ment, on triche sur la marchandise, on fait de faux serments, l'usure se développe, La morale baisse. la morale se dégrade complètement. La pudeur disparaît, l'obscénité devient banale. Et la recherche effrénée du plaisir mène à la débauche, adultère, homosexualité. Et ça, pour Khaldoun, c'est très grave car ça menace la famille, la reproduction et donc la survie même de la société. Il y a cette histoire d'oranger aussi. Planter trop d'orangers annonce la ruine d'une ville. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une métaphore, bien sûr. L'oranger, le cyprès, ces plantes purement décoratives, qui ne nourrissent pas. Elles symbolisent le luxe ultime, le superflu absolu. C'est le signe que la société a atteint le sommet de la hadara, mais aussi le point de bascule vers la décadence. C'est l'indicateur que les priorités sont inversées, que le futile a pris le pas sur le vital. L'homme sédentaire, amolli par ce luxe, devient incapable de subvenir à ses besoins réels, de se défendre. Il est dépendant et moralement corrompu. Et tout ça s'accélère brutalement quand la dynastie s'effondre. Pourquoi la capitale est-elle si touchée à ce moment-là ? Alors, il y a plusieurs facteurs cumulatifs. 1. La nouvelle dynastie, souvent plus rude, rejette le luxe de l'ancienne. Donc, recul culturel. 2. L'hostilité politique pousse à effacer les traces de l'ancien régime. 3. Très souvent, la nouvelle dynastie déplace la capitale ailleurs. L'ancienne se vide de son centre de pouvoir, de son économie. Les cœurs suivent le pouvoir, dit-il. C'est une bonne formule. Et 4. Les partisans de l'ancienne dynastie, qui sont nombreux dans la capitale, sont éliminés ou chassés. Ça désorganise tout. La capitale, c'est comme une vieille maison que le nouveau propriétaire démolit pour reconstruire à sa façon. Et même sans effondrement total, il dit que si le pouvoir central faiblit, des luttes éclatent dans les villes. Des chefs locaux qui jouent au roi. Oui, c'est encore la Sabiya qui ressurgit. Les groupes de solidarité, familles, clans, factions entrent en compétition dès que l'autorité supérieure faiblit.
Un chef local émerge, élimine ses rivaux et crée une sorte de petite principauté. Il dit avoir vu ça de ses yeux dans le sud tunisien, à Gabès, à Gafsa. Fascinant! Un dernier mot rapide sur la langue. Il note que les dialectes urbains suivent la langue du pouvoir dominant, donc l'arabe dans le monde musulman. Oui, l'arabe classique s'est mélangé aux langues locales pour donner les dialectes qu'on connaît. Mais il souligne un point important. Là où le pouvoir musulman a disparu, comme en Perse après les Mongols, l'arabe a beaucoup reculé. Même comme langue savante, il a été supplanté par le persan. L'arabe ne reste vraiment fort que là où l'étude de l'islam, Coran, droit, théologie, demeure centrale et nécessite la maîtrise de la langue originelle, comme en Égypte, Syrie, Maghreb et l'Espagne de son temps. D'accord. Et juste pour boucler la boucle sur la richesse en ville, les grandes fortunes immobilières, comment elles se font? Pas d'un coup, dit-il. Non, c'est lent. Soit par héritage successif, qui concentre les biens d'une famille, soit, et c'est plus malin peut-être, en profitant des crises. Quand une dynastie chute, la ville périclite, l'immobilier ne vaut plus rien, on peut acheter à bas prix. Et si plus tard, une nouvelle dynastie relance la ville, eh bien ces biens reprennent une valeur énorme. Mais il précise que les revenus de ces propriétés suffisent rarement pour un train de vie de grand luxe. C'est plus pour assurer l'avenir des enfants, dit-il. Et être riche en ville, c'est pas sans risque. Ah non. Le citadin très riche, qui étale son luxe, il excite la jalousie des gouvernants. Il devient une cible. S'il n'a pas une protection solide, un lien avec le pouvoir, une asabilla forte et respectée, il risque la confiscation de ses biens. La richesse ostentatoire, ça attire la prédation du pouvoir. Et pour Khaldoun, le pouvoir tend naturellement à l'injustice, sauf peut-être au tout début idéalisé de l'islam. Eh bien, quelle analyse! C'est d'une richesse incroyable. Ce qui ressort vraiment de ces textes, c'est cette vision très dynamique, très organique des villes. Leur lien vital avec le pouvoir, leur cycle de croissance par la population, le travail, l'apogée dans le luxe, et puis cette corruption, ce déclin qui semble presque, oui, inévitable. C'est une lecture qui nous montre la ville comme un écosystème hyper complexe. Politique, économie, démographie, culture, morale, tout est lié et tout est soumis à des cycles puissants. Et la fameuse Hadara, la civilisation raffinée, c'est pas un état stable et final. C'est une phase, brillante certes, mais fragile. L'apogée juste avant la chute en quelque sorte. Et quand on referme ces écrits du XIVe siècle, on ne peut s'empêcher de faire des parallèles, non, ces mécanismes qu'il décrit, la concentration du pouvoir, de la richesse dans les métropoles, les cycles d'expansion, puis les crises, les transformations, l'impact de la consommation sur le lien social. Est-ce que ça ne résonne pas avec nos villes d'aujourd'hui? La question est posée, c'est certain. Le contexte a changé radicalement. La technologie, la mondialisation. Mais les dynamiques profondes, la concentration humaine, la création de richesses, la compétition pour le pouvoir, les ressources, et peut-être même ces cycles de grandeur puis de questionnement, voire de décadence des centres urbains. Est-ce que les fondamentaux sont si différents? C'est une réflexion à poursuivre, assurément. Absolument. Merci beaucoup d'avoir exploré avec nous ces idées si stimulantes d'Ibn Khaldoun. Et à bientôt pour une nouvelle analyse.